Merci de votre attention. Donc, je vais vous parler d'évaluation de l'exposition aujourd'hui et de ce que les développements récents en sciences d'analyse des données peuvent nous apporter dans ce domaine. Donc, je rappellerai pour commencer que notre mission en tant que préventeur, c'est en partie de protéger les travailleurs pendant la période de leur vie pendant laquelle ils sont à risque de développer une maladie, ce qui revient dans beaucoup de situations à maîtriser leur exposition. Et il y a un certain nombre de tâches que je liste ici qui sont très importantes pour permettre aux États et aux institutions de protéger la santé des travailleurs. Le problème qu'il y a avec l'évaluation de l'exposition, c'est le fait que l'exposition professionnelle varie de façon très importante dans le temps et dans l'espace. Donc pour illustrer ça, vous voyez à l'écran en fait ce qui pourrait être une exposition typique pendant une année, donc les à peu près 200 journées d'exposition à un solvant par exemple. Donc vous voyez que les niveaux varient énormément d'une journée à l'autre. Et l'important pour nous, c'est de maîtriser l'ensemble de ce nuage de points et pas seulement un point parmi ce nuage de points. Et pour faire ça, il faut qu'on mesure un certain nombre de fois, et souvent on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources pour le faire. Et c'est ça qui rend l'évaluation de l'exposition très compliquée et très coûteuse. Et c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche de sources d'informations supplémentaires pour nous aider à prendre des décisions fiables en la matière, parce que en plus souvent quand on évalue l'exposition aux produits chimiques qui peuvent avoir des effets à long terme, on n'a pas de retour de feedback qui nous dit « mais là, vous vous êtes trompé, en fait ». Contrairement à un inspecteur de sécurité qui, s'il fait mal son travail, un accident va se produire. Nous, on ne sait pas si quelqu'un a contracté une maladie d'origine professionnelle 5 ans après sa retraite, en fait. Donc, ça rend cet exercice extrêmement compliqué. Et parmi les sources d'informations pour nous aider à mieux évaluer l'exposition professionnelle, on compte les banques de données d'exposition professionnelle. Donc ces banques de données, en fait, ont été développées, ont commencé, je dirais, un peu quand les grandes législations sur la santé au travail sont apparues. Elles ont été créées soit pour des activités de conformité aux valeurs limites, comme on a dans le RSST, soit pour des objectifs de prévention. Donc en fait, les équipes de santé des gouvernements sont allées dans les milieux de travail pour mesurer l'exposition. Et les niveaux qu'ils ont mesurés ont été archivés sous forme de banque de données. Dans beaucoup de cas, c'était uniquement au départ dans un but de contrôle qualité analytique. On voulait s'assurer que différents laboratoires donnaient des résultats fiables. Mais certains avaient également la vision de ce que leur rapporterait le futur et donc avaient comme objectif à long terme de créer des outils pour surveiller l'exposition et puis aussi pour servir de source d'information pour l'épidémiologie. Et la plupart de ces banques ont commencé dans les années 80, on est maintenant presque 40 ans plus tard, et on commence à atteindre des masses d'informations relativement importantes et qui peuvent être utiles dans nos efforts de prévention. Il y a de nombreux pays qui possèdent des banques de données d'exposition. Je vous mets ici à l'écran celles qui sont les plus connues et au sujet desquelles on a le plus de publications. Donc en France, la banque de données Colchic, qui date des années 80, qui contient maintenant plus d'1 million de mesures. En Allemagne, c'est la plus grosse banque de données qu'on connaît à l'heure actuelle, donc à partir des années 70 avec 2 millions de mesures. Et aux États-Unis, la banque américaine IMIS, qui contient 1,5 million de mesures. Donc vous voyez, on s'approche un petit peu d'un nombre important de données. Alors au Québec, depuis les années 80, le réseau de santé publique effectue des mesures dans les milieux de travail et pour supporter les efforts des entreprises pour prévenir les maladies professionnelles. Et ces équipes prélèvent un nombre relativement important de mesures, le font depuis longtemps et continuent de le faire. Et vous voyez à l'écran, en fait, un graphique qui représente à peu près les mesures faites par le réseau de santé au travail au Québec, en bleu, depuis les années 80. Et pour vous donner une idée de la richesse de ces activités, je vous ai mis en rouge le contenu d'une banque pan-canadienne d'exposition professionnelle qui a été créée en mettant ensemble un certain nombre de banques de plusieurs provinces. Et voyez que dans tout le reste du Canada,
Si on exclut les années les plus anciennes, en fait, au Québec, on génère presque autant dans le passé que tout le reste du Canada, et aujourd'hui, on génère beaucoup plus de données que dans tout le reste du Canada. Donc, vous voyez, une richesse importante. Et on avait estimé dans un projet pilote il y a quelques années qu'il y avait à peu près entre 1 million et 1,5 million mesures qui avaient été faites par le réseau de santé publique, parce que les chiffres dans le graphe ne comptent que les analyses chimiques, mais donc il y a des mesures d'instruments à lecture directe qui peuvent augmenter ce nombre. Et j'aimerais revenir à l'écran précédent. Vous voyez 1 million, 1,5 million de mesures. Vous voyez qu'on est dans les mêmes chiffres que des pays qui ont des populations actives jusqu'à 10 fois plus élevées que la nôtre. Donc, le bassin, la richesse que possède le Québec en termes de valeur de données d'exposition qui nous renseignent sur l'exposition des populations est vraiment très importante. Alors malheureusement, il y a un petit obstacle, c'est que la plupart de ces données sont en effet sous format papier dans les rapports d'hygiène des équipes qui ont pris les mesures. Et alors, depuis le début des années 2000, le système CISAT nous permet d'archiver électroniquement ces informations, mais le gros du matériel qui serait disponible au Québec est sous format papier. Alors, on a fait un projet pilote il y a une dizaine d'années maintenant qui a démontré la faisabilité de faire une banque de données électroniques au Québec. J'avais même fait un design d'écran, on avait trouvé un nom sexy pour la banque. Et on avait montré que c'était faisable et que le coût serait relativement mineur par rapport à ce que ça a coûté de générer toutes ces informations, en fait. Donc, on voit qu'on n'est pas encore arrivé tout à fait à avoir un Colchic ou un AMIS québécois, mais en tout cas, les choses progressent. Donc, je vais maintenant vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces banques de données et comment les outils d'analyse numérique peuvent nous permettre d'améliorer la prévention au travail et la connaissance de l'exposition. Donc, je vais vous donner tout de suite le punch, c'est-à-dire quand on cherche à évaluer l'exposition, quel genre de résultats on aimerait obtenir des outils qu'on cherche à développer. C'est un peu ce que vous avez à l'écran ici. Donc, si je spécifie un métier, un secteur d'activité, puis une période temporelle et un agresseur, je voudrais savoir, OK, parmi toutes les personnes qui faisaient ce métier-là, quelle proportion étaient ou sont exposées à cet agent agresseur, avec une certaine notion de l'incertitude entourant cette estimation. Et pour ceux exposés, j'aimerais savoir quelle est l'amplitude de leur exposition. Est-ce qu'ils sont fortement exposés ou est-ce qu'ils sont peu exposés? Et donc ça, c'est le modèle, en quelque sorte, des outils qui sont en train de se développer pour valoriser les informations qui sont dans les banques de données d'exposition actuelles. En fait. Mon premier exemple, en fait, une partie de mes travaux de recherche s'intéresse justement aux biais qu'il peut y avoir dans les données qui sont dans les banques de données d'exposition, parce qu'en fait, il y a une différence possible, en tout cas, entre ce que vivent les travailleurs en milieu de travail et ce qui se retrouve dans la banque de données Colchic, IMIS ou une banque québécoise, en fait. Parce que, en fait, à chaque étape, la prise de mesure, même de son enregistrement dans la banque, un certain nombre de décisions sont prises qui font qu'on a, au final, dans la banque de données, quelque chose qui n'est pas un échantillon aléatoire de la population. Et donc, on doit s'efforcer de caractériser la distance qu'il y a entre ce qu'on cherche, ce sur quoi on cherche à tirer des conclusions et ce qui est à notre disposition, en fait. Et donc, un des articles scientifiques publiés par Philippe assez récemment, il a employé des méthodes assez avancées pour analyser quasiment l'entièreté de la banque IMIS, qui contient, vous avez vu, plus d'1 million de mesures. Donc, l'analyse a porté sur 80 agents chimiques différents, plus de 500 000 mesures. Donc là encore, vous voyez, en nettoyant les mesures, on a réduit quand même considérablement le nombre analysé, avec un genre de 2 étages d'analyse statistique. Et finalement, le petit exemple que je vous montre ici à l'écran, c'est l'effet d'un lourd passé de contravention pour une entreprise sur les niveaux d'exposition, sur la probabilité que les niveaux dépassent la norme. Donc quand je parle de contravention, ce n'est pas forcément des contraventions pour surexposition, ça peut être des contraventions pour les accidents. Donc c'était un peu un genre de score de qualité de la santé-sécurité dans une entreprise. Et donc, on a montré ici que la probabilité que les niveaux d'exposition soient plus élevés augmentait
lorsque on avait affaire à un établissement avec un lourd passé de contravention. Ça veut dire que si les établissements avec un lourd passé de contravention sont surreprésentés dans la banque IMIS par rapport à la population générale, ça veut dire que nos conclusions vont être mauvaises si on utilise juste IMIS comme ça. Donc ça nous donne des outils pour corriger les estimations qu'on fait à partir de cette banque. Le deuxième exemple, en fait, ce sont des travaux réalisés à l'INRS en France à partir de la base Colchic. Donc dans ce cas-là, en fait, nos collègues ont utilisé des méthodes encore là que je considère sont des méthodes genre Big Data pour créer un outil de prédiction de l'exposition. Donc on appelle ces modèles Random Forest qui sont un peu, on pourrait dire, à l'origine des méthodes de deep learning qui existent maintenant. Et grâce à ces modèles-là, en fait, ça leur permettait de prédire avec un certain nombre de facteurs déterminants. Donc, vous en voyez quelques-uns ici, la tâche, le secteur d'activité industrielle, le fait de porter un équipement de protection respiratoire. Ça leur permettait de prédire un niveau d'exposition, en fait, faible, moyen ou élevé, avec une certaine probabilité, et bien sûr en fonction de la valeur limite d'exposition. Donc, vous voyez, on se rapproche de plus en plus du modèle idéal que je vous présentais précédemment. Encore un exemple qui, celui-là, est tout récent et on est encore en train d'essayer de comprendre exactement qu'est-ce que nous sort le matériel. Donc là, il s'agit d'utiliser des méthodes de mise en réseau pour nous aider à identifier les co-expositions. Donc comme vous le savez, on a fait beaucoup d'efforts pour évaluer l'exposition aux agents, mais on s'est un peu souvent préoccupé uniquement des risques agent par agent, le toluène, le benzène, le styrène. Puis avec les années, certains outils ont été développés pour essayer de regarder, OK, mais si j'ai un certain nombre d'agents qui sont présents en même temps et qui agissent sur le même système, est-ce que je peux faire une analyse de risque qui prend en compte ces trois agents en même temps? Et là, maintenant, on a des outils qui nous permettent de faire un portrait historique et de dire, voilà, par exemple, dans l'industrie de la chaussure, ces trois solvants-là étaient présents de façon très fréquente, également avec un métal. Donc ça permet comme ça d'avoir un portrait des co-expositions. Alors le genre de résultat que ce type d'analyse permet de faire, c'est, vous en avez un exemple au tableau. Je ne suis pas encore devenu un spécialiste de l'interprétation de ces graphes, mais grosso modo, vous voyez qu'il y a un moton ici et un moton ici qui suggère qu'il y a des co-expositions. Donc je reviendrai sûrement vous expliquer un peu plus en détail ce que signifiait moton dans un an ou deux quand on aura terminé le projet. Mais là, on est vraiment dans l'emploi des méthodes pour les données massives. Le quatrième exemple, c'est des résultats qui ont été créés par un étudiant au doctorat qui a travaillé avec moi, Jean-François Sauvé. On est presque réussi à avoir nos deux informations, une information sur la probabilité d'exposition et une information sur l'intensité d'exposition. Donc, on s'est intéressé, pour l'exemple, aux expositions des ébénistes aux poussières de bois. Donc, c'est un exemple assez facile. Personne ne sera surpris que la probabilité d'exposition aux poussières de bois soit très élevée pour les ébénistes. Donc, en fait, les deux sources de données qui ont été intégrées, en fait, il s'agit d'une source de données qui s'appelle CanGEM. CanGEM est une matrice emploi-exposition qui a été créée à Montréal par moi-même et Jack Simiatiki, à partir d'études épidémiologiques réalisées dans la région depuis les années 80. Et grâce à cette matrice, que je vous encourage à aller visiter pour voir qu'est-ce que c'est exactement, on a vu que 105 emplois de personnes québécoises avaient eu le titre d'emploi d'ébéniste dans ces études-là et que 102 de ces 105 emplois étaient exposés, donc une probabilité très élevée d'exposition. Et l'autre type d'information qu'on a dans CanGEM, mais qui n'est pas quantitative, c'est la proportion de ces emplois dans chacune des catégories suivantes de niveau d'exposition, donc faible, moyen, élevé. Donc CanGEM nous fournit ce genre d'information-là, qui est déjà intéressant, mais on n'est pas encore au quantitatif et au ppm, au milligramme par mètre cube. Et donc ce qu'a fait Jean-François, c'est qu'il s'est associé avec les chercheurs qui ont créé la banque de données canadienne CIWED, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait elle-même 5000 mesures pour les poussières de bois et 250 pour les ébénistes. Et finalement, en utilisant un procédé que moi-même je ne comprends pas très bien, ils ont réussi à intégrer les deux sources pour, d'une part, réussir à calibrer les
jugement d'intensité semi-quantitatif de CanGEM. Donc on se retrouve avec une estimation du niveau d'exposition pour la catégorie faible, moyen, élevé. Et en particulier, on était bien content que ça soit dans l'ordre, ce qui n'était pas quelque chose de gagné d'avance. Et puis également, pour les ébénistes en particulier, on avait une estimation raffinée de l'exposition. Donc finalement, Jean-François a réussi à arriver à ce qu'on cherchait au départ, c'est-à-dire pour une certaine profession à une certaine époque, estimer la proportion des gens exposés, et pour ces gens exposés-là, quel était leur niveau moyen d'exposition. Donc vous voyez qu'on progresse petit à petit dans le bon sens. Pour conclure, je vous laisserai lire le texte qui est à l'écran, mais je pense vraiment que chaque mesure d'exposition coûte relativement cher à générer, que ce soit en temps de l'hygiéniste qui est sur le milieu de travail ou dans le laboratoire. Et il faut rester toujours conscient que chaque mesure, même si elle est utile, oui, pour l'analyse qu'on vient de faire ce jour-là, elle peut être utilisée à bien d'autres sauces pour aider à prévenir les problèmes de santé au travail. Et donc, j'encourage tous les gens qui sont ici, quand ils font des mesures, à les documenter et à les archiver précieusement pour que des gens comme moi puissent continuer à faire des trucs compliqués avec. Alors, je vous remercie et je m'excuse pour l'atout et la fièvre.